Bonjour à tous. Alors, on va parler de choses peut-être au début un peu moins excitantes, avec des choses un peu particulières. Alors, bon, pour continuer un petit peu dans ce que disait Xavier, la lumière naturelle ou artificielle, ça a toujours joué un grand rôle dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est vrai qu'on a un animal diurne, mais on avait quand même un rythme qui était un peu celui des saisons, mais il y avait les veillées autour du feu où quelqu'un lisait, les plus jeunes lisaient, et puis les autres, les femmes raccommodaient. Hein, c'était. Ah oui. Et puis, mais il y avait une. En fait, quand on regarde, il y avait aussi très peu de déplacements la nuit. Les gens ne se déplaçaient quasiment pas la nuit. Et puis, on peut s'apercevoir que dans la lumière naturelle, externe, il y a un espèce d'équilibre entre les teintes qu'on appelle froides, qui sont plutôt le matin, et vers midi, hein, les lumières la plus blanche et la plus composée de bleu, c'est le matin et c'est celle qui va vous réveiller. Et puis si vous regardez les couchers de soleil le soir, ce sont des lumières souvent beaucoup plus chaudes, des lumières dont le rouge, qui favorise la sécrétion de la mélatonine et l'endormissement. Donc finalement, quand on regarde le rythme que l'on avait, enfin que la nature avait donné, eh bien, il y avait un rythme qui permettait d'avoir le réveil le matin, l'endormissement le soir, et puis on va voir l'intérêt de la lumière rouge le soir et finalement de pas de lumière la nuit. Et puis cet éclairage public qu'on a rajouté au XIXe siècle et même avant, parce que il y avait des éclaireurs publics et des grands incendies au XIVe, XVe siècle un peu partout, avec des éclairages simplement, enfin, de très mauvaise qualité. C'était pour renforcer la sécurité. Alors, pour des raisons liées au mode de calcul des factures d'énergie actuellement, les villes n'ont pas le tarif qu'ont le grand public avec un rabais de 25 ou 30%, ce qui fait que les factures pour les communautés urbaines ont explosé. C'est pour ça qu'elles ont essayé d'arrêter. Et il s'est posé toute une question sur, finalement, pourquoi est-ce qu'on éclaire la nuit, quel est l'intérêt? Et il y a des villes, tu disais, qui ont demandé des gens qui ont demandé à ce qu'on rééclaire les villes la nuit. Mais quand on regarde, il y a beaucoup de gens de communautés urbaines qui disent que c'est surtout les personnes âgées qui demandent, qui ne sortent pas. Mais au cas où elles auraient besoin de sortir, elles veulent qu'il y ait de la lumière. Mais ah non, 8h, 20h le soir, tout est fermé, on est chez soi. Donc c'est un gros problème et toutes les données sont biaisées. Alors évidemment, le ministère voulant un petit peu travailler sur ces histoires de trame noire aussi, d'écologie, puisque la lumière dans les villes est un problème écologique, il n'y a pas que l'homme qui souffre, dit non, finalement ne pas éclairer, il n'y a pas beaucoup plus d'agression. Le tout est de savoir où on met le curseur et qu'est-ce qu'on considère être une agression ou pas. Donc je m'intéresse à ça parce que je suis dans ce qu'on appelle le collège santé de l'Association française de l'éclairage, qui est en fait un organisme qui n'est pas du tout des médecins. Il y a des gens qui s'occupent dans les villes de tous les problèmes d'éclairage, hein, éclairage des bâtiments publics, éclairage extérieur. Il y a les fabricants d'ampoules, de luminaires. Enfin, donc, c'était très intéressant de voir aussi leur façon de raisonner là-dessus. Et donc la lumière, on l'a maintenant beaucoup plus utilisée en lumière artificielle et elle peut avoir des mésusages quand elle est plus ou moins mal contrôlée. Alors,
Je crois qu'il faut d'abord, quand on veut, et puis alors, bon, il y a des sujets de controverse sur cette toxicité de la lumière suivant ce qu'on veut prouver. Il y a eu des modifications des ampoules. On est passé des ampoules à incandescence, les grosses ampoules rouges, enfin classiques, et plus au fluorocompact, et puis maintenant au LED, avec des modifications de coût, de durée, de consommation. Donc on essaie un peu de prouver que ce qu'on a pris maintenant est beaucoup mieux. Mais il faut revenir au rayonnement que donnent ces ampoules qui évoluent. Les LED ont beaucoup évolué par rapport aux premières LED qu'on avait. Avant les LED, il y avait un grand pic dans le bleu et il n'y avait quasiment pas de rouge. C'est pour ça qu'elles ne chauffaient pas. Et maintenant, on a des LED qui ont des spectres beaucoup plus homogènes, qui ressemblent un peu plus à ce qu'on avait avant. Donc, ces sujets à controverse, cette toxicité, suivant ce qu'on veut prouver, parce que est-ce que vraiment le choix qu'on a fait des LED le bon ou pas? Donc, il y a des problèmes écologiques, économiques, sociaux, avec les risques du travail de nuit, parce que tu disais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent la nuit. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un supermarché qui est ouvert à 23 heures pour acheter la bouteille de coca qu'on a oublié d'acheter dans les courses et qu'on pourra très bien acheter le lendemain. Mais en ville, on voit, dans les grandes villes, on voit qu'il y a beaucoup de magasins qui sont ouverts tard le soir, ce qui fait que les gens qui travaillent dans ces magasins rentrent chez eux encore plus tard, donc ont besoin d'éclairer tard dans les banlieues où ils habitent. Donc ça pose des problèmes, alors que si vous allez en province, tu parlais de la Normandie, là où je vais chez mes beaux-parents, si à 19h vous avez oublié le coca, vous passerez de coca. Et puis, oh non. Bah, si. Et puis il y a les mésusages liés au smartphone, parce que c'est aussi un problème. Tous les appareils, les ordinateurs, les smartphones, tous les appareils de lecture sont constitués de LED ou autres, donc qui ont des spectres qui peuvent être toxiques. Alors j'ai commencé par quelques diapos de physique, parce que on parle toujours de lumière, mais on oublie un petit peu ce dont on parle quand on parle de lumière. On va y revenir. Donc il y a la longueur d'onde, vous savez, mesurée en nanomètres, la température de la lumière. Ce qu'on maintenant on voit sur les ampoules, c'est pas la température que vous avez si vous la prenez en main. On va revenir, c'est autre chose, c'est en Kelvin. Le rendu des couleurs, on peut avec des ampoules, avec en jouant sur les lumières, vous rendre une viande qui est un petit peu verte, vous la rendre très rouge et que vous acceptiez de l'acheter. Bah oui, on peut faire ça. Avant, au Palais de la Découverte, il y avait une salle comme ça où on vous montrait avec des ampoules qu'on pouvait modifier la teinte de ce que vous voyez. Puisque, en fait, ce que vous voyez, c'est simplement ce qui est renvoyé par l'objet. Donc, si vous n'avez pas de vert dans la lumière qui est renvoyée, la lumière, la viande, elle sera rouge, elle ne sera pas verte. Puis, si vous n'avez pas de rouge, elle sera verte. Il y a le flux lumineux, l'intensité lumineuse, l'éclairement. Le flux lumineux, c'est en lumens, l'intensité lumineuse, c'est en candela, l'éclairement, c'est en lux. Et je suis sûr que si je vous demandais ici la définition de tout ça, pas à Romain, évidemment, puisque je pense qu'il doit savoir, mais aux autres, je pense qu'il y aurait quelques cafouillages. On a su ça. Comment ? On a su ça. Non. Oui, non, il y a très longtemps. La longueur d'onde, ça vous connaissez, enfin ça c'est classique, c'est mesuré en nanomètres. Et plus la longueur d'onde est courte, plus l'énergie de la lumière est importante, il faut s'en souvenir, et donc les bleus sont des courtes longueurs d'onde. C'est pour ça qu'elles sont plus toxiques, puisqu'elles ont plus d'énergie, mais les ultraviolets B ou C sont encore plus toxiques que les bleus et que les rouges. Et puis l'effet thermique, c'est au contraire les grandes longueurs d'onde. Les infrarouges, ça va vous faire bronzer et cuire. Donc c'est ce qui fait que vos anciennes ampoules chauffaient, puisqu'elles étaient surtout dans le rouge.
Et donc là, vous avez les spectres des anciennes LED avec un grand pic dans le bleu et pas du tout dans le rouge. Les halogènes qui chauffent beaucoup au bout de votre BQ, votre lampe à vent de BQ. Si vous voulez changer l'ampoule après 2 patients, eh bien, il vaut mieux attendre un petit peu, sinon vous allez vous brûler sévèrement. Et puis on a maintenant des LED dites froides qui, vous voyez, ont beaucoup moins de bleu et puis ont beaucoup plus d'orange et de rouge. On arrive à des choses beaucoup plus classiques. Alors, la température, c'est quelque chose qui apparaît maintenant sur les ampoules telles qu'on les vend. C'est en fait la teinte de la lumière. Et on parle de lumière froide quand on est au-delà de 4000 Kelvin. C'est une lumière dans laquelle il y a beaucoup de blanc et de bleu. C'est en fait la lumière du jour à midi, quand il fait beau. Là, aujourd'hui, il pleuvait. Mais la lumière du jour à midi, c'est environ 5 à 6500 Kelvin. La lumière de l'hôpital, les chambres, enfin les blocs opératoires, l'aspect très blanc qu'on a, on est aux alentours de 5000 Kelvin. Et donc ce n'est pas très agréable puisqu'on parlait avant aussi de ce côté un petit peu de ce qu'apporte la lumière. Et il vaut mieux être dans son appartement avec des teintes qui vont être beaucoup plus moins chaudes, plus chaudes au contraire, aux alentours de 2500, 3000 Kelvin, parce que ça va donner une impression de confort, mais bien sûr il ne faut pas trop avoir une teinte qui est trop basse et pas assez de flux lumineux, parce qu'à ce moment-là vous n'allez plus rien voir et vous allez être gêné. Donc cette température doit être modulée en fonction des flux lumineux, de l'intensité lumineuse et des pièces où vous allez. Donc voilà un spectre de la lumière à midi. Vous êtes beaucoup plus dans le bleu et le soir, vous êtes beaucoup plus dans le rouge. Du coup, on peut avoir une confusion entre les LED froides. Oui. Et la Tout à fait, oui. Mais ça a été appelé comme ça. Voilà, c'est vrai que c'est pas terrible. Alors, le flux lumineux global, c'est la quantité de lumière sortant d'une source, quelle que soit sa direction. C'est-à-dire que si vous avez une source lumineuse arrondie, eh bien, votre flux lumineux part dans toutes les directions. Et puis, vous allez mesurer l'intensité lumineuse ou le flux directionnel, qui est la quantité de lumière qui va vers un objet précis, indépendamment du flux lumineux qui sort de la source. Et puis vous allez pouvoir mesurer l'éclairement, c'est-à-dire la quantité de lumière qui arrive sur l'objet. Et vous allez avoir une notion qui est la quantité de lumière, la luminance, qui est la quantité de lumière réfléchie par cet objet et qui arrive à votre œil. C'est-à-dire que ce qui va arriver sur cet écran et qui vous revient, c'est ça qui est la luminance. Et la luminance est en candela par mètre carré. Et vous voyez que la neige au soleil, c'est 10 000 candela, le ciel bleu 5 000, l'ordinateur 250. Donc finalement, on accuse toujours les smartphones, les ordinateurs de tous les maux et de dangers. Mais finalement, il y a une luminance, donc une quantité qui va arriver à la cornée, qui est beaucoup moins importante que la neige au soleil. Avec une petite différence, c'est que l'énergie va diminuer avec le carré de la distance et que si vous regardez un écran de télévision à 2,50 m, vous allez avoir une énergie finalement beaucoup moins importante que si vous regardez votre smartphone à 30 cm, avec la même luminance initialement projetée. Donc voilà le flux lumineux, l'intensité lumineuse, l'illuminance et la luminance. Donc vous voyez qu'il y a des tas de mesures un petit peu différentes. Alors le rendu de couleur, on en a parlé, il ne va pas être toxique. Un mauvais rendu de couleur n'est pas toxique en elle-même, mais est extrêmement fatigant. Et si vous vous amusez à mettre des protections sur l'ordinateur pour diminuer la lumière bleue, vous allez être dans le jaune, vous allez voir, c'est finalement très désagréable. Et au bout d'une demi-heure, vous allez revenir à ce qui est très mauvais pour vos yeux, voyez encore, mais c'est beaucoup plus agréable. Et un mauvais rendu des couleurs peut être source d'accident
est fatigant. Il en est de même des effets stroboscopiques. On a peu de problèmes maintenant, mais la lumière des LED étant donnée avec des petits appareils, des petits condensateurs, s'ils sont mal réglés, vous pouvez avoir une lumière qui n'est pas homogène mais qui fluctue un petit peu. De la même manière que dans les films, les vieux films, vous aviez des fois l'impression que dans les westerns, la diligence avait les roues qui tournaient en arrière. Eh bien là, vous allez pouvoir avoir une mauvaise impression du mouvement que vous faites. Et là aussi, c'est parfois accidentogène. Et donc, tout tissu vivant est sensible aux radiations, donc à la luminance, mais avec cette notion que l'énergie qui va entraîner la toxicité diminue avec le carré de la distance. Et puis avec la transmission à travers les milieux. Et donc ça dépend de facteurs variables, en particulier pour l'œil. Alors la peau est très exposée puisqu'elle reçoit la totalité de la lumière. Et il y a eu des études, la Blue Mountain Study, il y a quelques années, qui avaient montré qu'en Australie, il y avait beaucoup plus de mélanomes parce que c'était tous des Anglais habitués à vivre dans le brouillard qui étaient en pleine lumière et que finalement ils recevaient énormément de lumière sur la peau. Ils faisaient plus de cancer. Et pour l'œil, eh bien, il va y avoir la transparence du cristallin, mais il y a aussi la taille de la pupille, la pigmentation de la pupille. Et il y a des facteurs comme ça qui peuvent être différents suivant que vous êtes méladoderme avec un iris marron ou que vous êtes un plutôt scandinave nordique avec un iris totalement bleu, quasiment albinos. Donc vous allez avoir plus de lumière qui va pénétrer. Et puis, il y a un problème à prendre en compte, c'est qu'il semble que les grandes longueurs d'onde, donc le rouge, puissent avoir un effet bénéfique sur le fonctionnement des mitochondries et finalement un rôle de régénération. Et quand je vous disais qu'il était intéressant d'avoir le rouge le soir, puis de s'endormir, eh bien finalement, probablement, la lumière rouge le soir permettait aux cellules particulier aux cellules rétiniennes, de se régénérer. Et on sait que quand on va être dans le noir, il y a des mécanismes de régénération qui vont aussi apparaître. Donc on avait une phase de régénération avec le rouge, puis un endormissement qui permettait aux cellules de réparer les dégâts qui auraient pu être causés par les longueurs d'onde reçues dans la journée. Et vous voyez qu'il y a des variations suivant qu'on est dans l'infrarouge, l'œil visible, l'infrarouge, l'ultraviolet, et bien sûr des variations avec l'âge. Un cristallin d'enfant va laisser beaucoup plus passer de choses. Donc il y a des effets qui vont aussi dépendre donc, de la chronobiologie. Et c'est ce que je vous disais, la nuit, on réparerait les lésions qui ont été causées par la lumière dans la journée. C'est une équipe australienne qui avait montré ça récemment sur des études avec la lumière bleue. Donner le jour, on arrête, on redonne le jour et on s'aperçoit finalement qu'il y a moins de dégâts que quand on la donne en permanence parce qu'il y a une phase de régénération qui se passe. Et puis, ça dépend aussi de la nature et de l'état des tissus. Donc là, on connaît tous la photothérapie dynamique, c'est de la lumière et avec une molécule particulière, on va boucher des néovaisseaux. Et puis la Blue Mountain Study avait montré le problème des mélanomes et il y a le problème des DMLA, mais on a tous des patients qui ont des rétinopathies pigmentaires qui ont commencé après un séjour au ski pas très bien protégés ou qui se sont aggravés à l'occasion d'un épisode en pleine lumière. J'avance. Alors, la toxicité rétinienne, il y a eu beaucoup d'articles. Je n'ai pas de timer, donc je ne sais pas où j'en suis. Alors, ces articles... Reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes, ça va. Ces articles ont montré une toxicité de la lumière bleue et blanche, mais il y a des problèmes méthodologiques qui sont discutés par certains,
puisqu'on a utilisé des animaux, généralement des animaux qui ne sont pas forcément des animaux à macula, ou qui n'ont pas une macula comme la nôtre, ce qui pose quand même des problèmes pour voir la toxicité sur la macula d'utiliser des animaux qui n'en ont pas, ou sur la rétine, parce qu'ils n'ont pas exactement la même rétine que nous. On l'a fait sur des cellules d'épithélium pigmenté, des IPS d'épithélium pigmenté. On a regardé sur les photorécepteurs et ce qui avait été montré, c'est qu'on avait une activation de l'apoptose par la voie des caspases et puis des phénomènes de nécrose et que finalement, quand on éclairait les rétines, enfin les yeux d'animaux, on avait une toxicité de cette lumière bleue ou de la lumière blanche probablement on s'est focalisé sur cette lumière bleue, mais il y a un article récent qui montre que d'autres lumières, telles que la lumière verte, pourraient potentialiser l'effet toxique de la lumière bleue. Donc il ne faut pas considérer que la lumière bleue, mais prendre en compte la totalité du spectre. Et puis la lumière rouge, elle pourrait diminuer au contraire ces phénomènes, diminuer les phénomènes de photophagie. C'était canadien, pardon. Donc voilà des articles de 2015. C'est Alicia Torriglia dans l'équipe de Francine Béard-Cohen qui a beaucoup travaillé là-dessus. Un deuxième article de cette équipe. Donc vous voyez, il y a plein d'articles de cette équipe, mais avec des choses qui ont été un petit peu critiquées. Alors, on connaît maintenant comment marche la toxicité de la lumière sur les photorécepteurs, en particulier sur les bâtonnets, puisqu'il y a une isomérisation du 11,6 rétinal en tout transrétinal qui devient toxique, enfin qui est toxique après la lumière bleue. Normalement, il est recyclé par l'épithélium pigmenté tant que sa production est en quantité correcte et qu'il arrive à être recyclé. Quand l'exposition à la lumière est trop longue ou trop intense, ce tout transrétinal va s'accumuler, entraîne un stress oxydatif qui est normalement neutralisé lui-même par des molécules à l'intérieur des cellules et des mitochondries. Mais quand on a des altérations génétiques, quand on prend de l'âge, quand on fume, eh bien, les capacités de réduire ce stress oxydatif diminuent et finalement, le tout transrétinal va entraîner des altérations des parois des photorécepteurs et qui vont être difficilement phagocytés par l'épithélium pigmenté. C'est ce qui donne la lipofuchine, c'est ce qui va donner les éléments qui vont aboutir à l'ADMLA. Et ça, c'est quand on a des expositions de longue durée. Les expositions de courte durée, elles, entraîneraient plutôt des altérations de l'épithélium pigmenté. Et c'est ce qu'on connaît finalement un petit peu en clinique, avec les lésions qui sont secondaires aux éclipses, aux lasers, aux phares de voiture. Donc on sait qu'on a des lésions focales, des brûlures qui peuvent apporter. Alors, ces travaux ont été très discutés. La taille de l'œil est beaucoup plus petite chez l'animal, chez le rat, que chez l'homme, parce que ce n'est pas la même longueur axiale et l'énergie va diminuer avec le carré de la distance. Il y a des différences de tolérance, il n'y a pas de macula. Et puis, on a fait des expositions continue de plusieurs heures à plusieurs jours, ce qui n'est absolument pas le cas chez nous, où finalement on va s'arrêter d'être à la lumière au bout d'un certain temps. On n'est pas dans une lumière intense. Ils avaient dilaté les animaux pour que la lumière pénètre plus. Et donc on n'a pas véritablement de bonnes études chez l'homme de ce qui se passe quand on est à la lumière. Ce qui est certain, c'est que les doses maximales autorisées dans les normes ne sont peut-être pas bonnes et elles sous-estiment les effets toxiques. En fait, elles sont trop basses et il faudrait les revoir parce qu'elles ne sont pas
particulièrement adapté. Il semble qu'il y ait des petits soucis de ce côté-là. Alors, in fine, l'ANSES et puis l'équivalent européen de l'ANSES avaient statué qu'il n'y avait pas de preuve de risque de la lumière bleue pour la rétine pour des dispositifs de classe 0 et 1 qui sont les ampoules et écrans qu'on utilise dans la vie de tous les jours, avec des questions de savoir ce qu'il en est des doses cumulées. Est-ce qu'il y a un risque de cumul de doses, c'est-à-dire si vous regardez 6 heures par jour votre écran ou 8 heures par jour votre écran, est-ce que ça va s'accumuler? Est-ce que c'est vrai passer 30 ans, passer 40 ans? Qu'est-ce qu'il en est? Puisque la régénération se fait moins bien avec l'âge qu'autrement. J'ai mis la barre basse à 40 ans, on est vieux à 40 ans. Et qu'en est-il des potentialisations des autres longueurs d'onde, puisque finalement il n'y a pas que la lumière bleue. La lumière verte pourrait peut-être agir en augmentant la toxicité de la lumière bleue, alors que la lumière rouge, elle, permet de normaliser, de réduire un petit peu les effets. Et qu'est-ce qu'il en est de la chronobiologie, puisqu'il y a maintenant des bureaux intelligents où l'on va diminuer l'intensité lumineuse le soir, outre le fait qu'on évite de programmer des réunions le soir au-delà de 18 heures, que ça soit en visio ou autre, alors que c'est bien pratique d'avoir les AG à 21 heures, finalement d'éviter d'avoir des écrans le soir ou de diminuer la lumière chez soi, la chaleur, la température de lumière le soir serait quelque chose qui permettrait de revenir à une chronobiologie normale et de limiter la toxicité. Voilà, donc il y a des choses qui apparaissent là-dessus. Ça, c'est une équipe de Bordeaux, pas de Bruxelles, je ne sais pas pourquoi, qui a montré ce genre de choses. Alors, d'autres tissus oculaires sont atteints par la lumière. La cornée avec l'altération du film lacrymal, et puis il y a eu des opacifications de cornée décrites. Les UVA et les UVB peuvent donner des cataractes. Mais là encore, beaucoup de données ont été faites chez l'animal. Alors c'est un peu corroboré par ce que l'on a chez l'homme, notre expérience. On sait qu'on avait les cataractes des soudeurs, par exemple, qui était quelque chose de classique, qui montre bien qu'il y avait un effet de la lumière. Mais il n'y a pas de très bonnes études sur ce genre de choses. Il y avait une étude épidémiologique qui montrait en fonction de ta latitude, tu passais de 1 à 2 à ton risque de cataracte. Oui. C'est une étude épidémiologique. Oui. Donc, le pays où il y a le plus de cataracte, c'est l'Australie. Hein. Ben, c'est l'Australie parce qu'il y a beaucoup de... Ils sont beaucoup exposés, il y a peu de nuages. Il y a peu de nuages, oui. Et puis c'est des yeux d'anglais. Oui, en plus. Il y a un trou dans la couche d'ozone aussi. Oui. Et puis, l'effet de la lumière bleue... il y a tous les problèmes sur la faune et la flore, l'importance de la trame noire. C'est aussi pour ça que les villes voulaient diminuer l'éclairage pour des questions vertueuses d'écologie, économique, mais vertueuses d'écologie, voyons. Et puis, il y a la pollution lumineuse liée à tous les systèmes d'éclairage LED de points lumineux, les enseignes, beaucoup de tableaux lumineux en ville qui peuvent poser des problèmes. Il y a aussi le fait que maintenant beaucoup d'appartements n'ont pas de volets et que finalement c'est un gros problème puisque comment est-ce que vous empêchez la pollution lumineuse de la ville de rentrer chez vous s'il n'y a rien pour protéger? Et la mode, c'est de plus mettre des doubles rideaux, puisque c'est plus à la mode, paraît-il, alors que ça permettait de garder la chaleur et puis de limiter la lumière. Donc il y a des problèmes à la fois sociologiques, de mode, qui sont intéressants dans ces rapports à la lumière. Et puis, on sait qu'on va perturber avec la lumière, surtout la lumière bleue le soir, les rythmes circadiens, avec des problèmes d'endormissement, de suivi à l'école pour les enfants et pour les plus âgés, de problèmes de pathologies cancéreuses ou cardiovasculaires qui ont bien été montrés chez les infirmières. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Elles ont plus de cancer.
Donc on est à la limite de la lumière, mais on reste quand même dans la lumière. Alors les précautions, c'est limiter les températures froides, surtout le soir et la nuit. Agir sur certains dispositifs, les lampes torches, les guirlandes, qui peuvent avoir une toxicité locale, et puis promouvoir de la recherche pour essayer d'extrapoler à l'homme et faire de bonnes recherches sur ces mesures de phototoxicité et d'avoir des mesures précises de distribution de la luminance sur l'œil, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas véritablement dans la vraie vie. On doit le faire. Je crois qu'ils ont commencé à le faire, l'AFE a commencé à le faire, avec des capteurs mis à proximité de l'œil, parce qu'il faut tenir compte de la position. On est debout quand on marche, comment on positionne sa tête par rapport à la position des spots. Suivant votre taille ici, vous n'allez pas avoir la même luminance qui arrive au niveau de votre œil. Donc c'est des choses un petit peu complexes. Et puis donc, limiter les lumières intrusives, réduire les surfaces éclairées, et puis réviser les valeurs limites d'exposition au rayonnement optique, améliorer le marquage des groupes à risque, en particulier pour tout ce qui vient de l'étranger, et puis la luminance des phares des véhicules, puisque ce sont des phares LED maintenant et qui posent des problèmes. Je vous remercie.